Je voudrais à l'instant féliciter Madame la ministre de la promotion du genre, de la solidarité de l'information, ainsi que toutes ses équipes pour leurs efforts constants dans ce combat qui n'épargne personne et qui demande l'implication de chacun de nous et de nous tous. Malgré les efforts permanents du gouvernement à faire appliquer la loi, malgré les efforts inlassables de mobilisation et de sensibilisation, les violences basées sur le genre demeurent l'atteinte la plus grave de nos valeurs socio-culturelles et la plus grande honte de notre société. Les statistiques fournies par les différentes institutions nous rappellent l'urgence de notre mission. Mais elles nous rappellent aussi que ces violences ne connaissent aucune frontière sociale. En 2025, les cellules des cousins joignants ont enregistré 275 cas de violences basées sur le genre, dont 219 de sexe féminin et 56 de sexe masculin. Comme vient de le dire la directrice régionale, ces types de violences se répartissent comme suit. 93 cas de violences sexuelles, 94 de châtiments corporels dans les écoles coraniques, 19 cas de violences physiques et 69 cas de violences psychologiques. En dépit de ces chiffres effrayants, beaucoup d'efforts sont réalisés dans nos pays, notamment un arsenal juridique qui protège les victimes et réprime sévèrement les acteurs. Des campagnes de sensibilisation pour mettre fin à l'omerta, libérer la parole et dénoncer l'agresseur. La multiplication des cellules d'écoute. Face à ces actes abominables, le gouvernement doit rester intraitable et la peur doit changer de camp. Le plus dur reste la prise en charge de ces victimes, habituellement rejetées par la famille et culpabilisées par la société. Elles se retrouvent alors seules, démunies, et le plus souvent avec un enfant sans nom et sans repère. Un enfant qui doit supporter le poids du regard de la société. D'un regard perdu, dans une incompréhension totale, elles doivent cependant supporter le regard accusateur de la société. Elles meurent donc en silence. Et chaque jour, elles meurent encore un peu plus. Et finalement, elles vivent sans vivre. Madame la ministre, mesdames et messieurs, permettez-moi, après ce constat douloureux, de m'inspirer d'Albert Camus, que j'aime bien, que je lis beaucoup, qui dit « Mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. » Et nous nous trouvons exactement dans ce moment où nous essayons de mal nommer les choses. Et nous ajoutons du malheur au monde. Si nous fuyons la vérité, ou si nous nous cachons derrière des plaques opaques, pour ne pas affronter la vérité, nous aurons décliné nos responsabilités devant Dieu et devant l'humanité. Nous devenons complices parce qu'on aura mal nommé les choses. La plus grande question, mais qui sont ces plus grands auteurs de ces crimes affreux? Qui sont-ils et bénéficient de quelle complicité? Répondre à cette question, c'est la moitié de la solution qui est trouvée. Eh bien, malheureusement, les auteurs ne sont malheureusement pas loin de la famille et les complices sont dans la famille. Ce sont les parents ou ceux à qui on confie l'enfant pour l'éducation. La cohabitation de la victime avec son bourreau ne fait qu'alourdir son traumatisme psychologique. Madame la ministre, le grand défi repose sur la prise en charge holistique de ces violences basées sur le genre, c'est-à-dire la mise en place d'une approche multisectorielle et coordonnée, répondant aux besoins multiples de la victime pour espérer le construire complètement. Il s'agit alors de la prise en charge médicale par le traitement des blessures, des soins gynécologiques et surtout
la prévention des maladies sexuellement transmissibles telles que le VIH-Sida. La prise en charge doit être psychosociale par l'écoute et l'accompagnement de cette victime. Elle doit être juridique par l'accompagnement dans les procédures de la plainte et la lutte contre l'impunité. Comme ça a été dit, il y a beaucoup de familles qui abandonnent. Mais cette prise en charge doit être sécuritaire, en assurant à la victime une protection physique. Elle doit être enfin socio-économique pour permettre une réinsertion de la victime dans la société, de retrouver sa dignité et de l'aider à créer des activités génératrices de revenus lui permettant une certaine indépendance financière et économique. Mesdames et messieurs, je suis sûr, certains même qu'ensemble vraiment vers la même direction, nous saurons faire face à ce défi qui n'est pas une personne, qui gangrène notre société et qui bouleverse nos valeurs sociales. Je ne saurais finir sans témoigner notre reconnaissance au chef de l'État qui a armé le pays d'un arsenal juridique incontestable. Mes remerciements s'adressent à tous les membres du gouvernement, au premier chef, la ministre de la Promotion du Champ, pour son engagement personnel dans la lutte contre ce fléau. C'est l'occasion de vous féliciter, madame, pour la confiance renouvelée par le chef de l'État. Mes remerciements vont à la direction régionale de la promotion du genre de Douani, à toutes les équipes qui travaillent d'arrache-pied dans les différentes cellules d'écoute, en particulier, vous permettez de citer Mme Sitina Echaf Rafi, Mme Fatima Bakar et Mme Fatima Haïdad. Par leur sens de responsabilité, par leur sens élevé de responsabilité, malgré l'absence de moyens, ces vaillantes femmes imposent le respect et forcent l'admiration. Mes remerciements profonds à nos partenaires techniques et financiers, notamment à l'UNFPA, l'UNICEF et le CRF. Merci à vous tous d'avoir répondu à ces assises essentielles. Pour finir, permettez-moi de vous souhaiter un mois béni du Ramadan, que Dieu exauce nos prières, accepte nos jeûnes, qu'il nous accorde la foi de pardonner et de savoir pardonner, et d'être capable, même face à la haine, de tendre une main d'amour et de